Et un petit état des lieux, d'abord quelques mots sur le cadre naturel, qu'on sache bien de quoi on parle tous. Voilà. Alors juste savoir que finalement la présence d'eau et la répartition entre ce qui reste en surface et ce qui va en profondeur, ben, c'est conditionné par trois grands paramètres finalement. D'abord la géologie, c'est-à-dire est-ce qu'on a un sol perméable et un sous-sol perméable ou pas. Le relief, hein, ça ne se passe pas de la même façon si on est sur des zones très pentues ou pas. Et puis, effectivement, ce qu'on appelle la pluviométrie efficace, c'est-à-dire la pluie qui réellement sert soit à l'écoulement des cours d'eau, soit à l'infiltration dans les nappes. Donc là, une carte géologique, alors ultra simplifiée du département, les puristes vont me lapider en voyant cette carte, mais elle est ultra simple, c'est-à-dire tout ce qui est en rose, ça correspond à ce qui reste de l'ancien massif armoricain, hein, donc des roches plutôt globalement imperméables. Tout ce qui est en jaune, c'est tous les dépôts sableux ou calcaires qui se sont déposés lors des 50 derniers millions d'années dans des cuvettes de cet ancien massif armoricain. Et tout ce qui est en bleu, ce sont les dépôts qui se sont faits les 2 derniers millions d'années dans toutes les petites dépressions des cours d'eau. Et puis, donc le relief, je vous ai dit, l'eau bien sûr s'accumule plutôt dans les parties basses, et ça c'est normal, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu sur la carte de droite, et on a un petit peu moins d'eau sur tout ce qui est en marron, c'est-à-dire sur les crêtes. Donc ça c'est une première notion qu'il faut avoir en tête. Donc tout ça, ça conditionne 3 grands types de nappes. Je vais faire simple aussi. Tout ce qui était en rose sur la carte, c'est des zones qu'on appelle le socle, c'est-à-dire que l'eau qui va s'infiltrer dans le sous-sol va plutôt rester dans les 50 premiers mètres de la profondeur. Et quand on arrive au-delà de 50-100 mètres de profondeur, le rocher est quand même relativement compact et contient assez peu d'eau. La seule présence d'eau, on l'aura dans les fractures du sous-sol. Le deuxième type, donc tout ce qui était en jaune sur la carte, la petite flèche. D'accord. Donc en bas à gauche, tout ce qui est encadré en jaune, c'est effectivement ces fameuses cuvettes qui ont été remplies de sédiments qui pour la plupart sont perméables et poreux, donc contiennent de l'eau. C'est le cas de ce qu'on appelle la nappe de Cambon, de Nord-sur-Herbe. Donc ce sont des cuvettes qui se sont créées dans ce massif armoricain, des cuvettes d'une cinquantaine à une centaine de mètres de profondeur, et qui sont remplies de sédiments qui contiennent de l'eau un petit peu comme une éponge. Et puis, le cas de droite, en bas à droite, les alluvions, et là, Pierre Chrétien vous en parlera davantage, donc je ne passe pas là-dessus. Donc globalement, on a 3 grands types de nappes sur le département. Ouais, tu passes. Alors, une notion importante, effectivement, il tombe à peu près 800 mm sur le département. Sur ces 800 mm, finalement, il n'y en a que 300, à peu près, qui sont disponibles soit pour le ruissellement, c'est-à-dire l'alimentation des cours d'eau, soit pour la percolation vers les nappes souterraines. Le reste s'évapore et est consommé par les plantes. Donc, vous voyez que ça, c'est une notion assez importante. Et la répartition entre ces 300 mm disponibles, entre ce qui ruisselle et ce qui va s'infiltrer, ben, c'est la nature du sous-sol, ce qu'on vient de voir précédemment. Quand on est sur des sols plutôt imperméables, ben, c'est le ruissellement qui prend la part majoritaire de ces 300 mm. Quand on est dans des zones, dans ces fameuses cuvettes remplies de sable, sur Grandlieu, sur Cambon, sur Nord-sur-Herbe, ben, l'essentiel ou une grande partie de ces 300 mm va plutôt avoir tendance à s'infiltrer et à rejoindre les nappes. Donc, on a des nappes d'eau souterraine en Loire-Atlantique peu profondes, hein, quelques mètres à quelques dizaines de mètres de profondeur.
On a des nappes en lien rapide avec la surface, donc de quelques jours à quelques mois de décalage entre le pic de pluie et la montée de la nappe. Et on a des capacités variables mais globalement limitées. On n'est pas dans les grandes nappes du bassin aquitain ou du bassin parisien. On est dans des nappes de capacité limitée. Et donc, ce qu'il faut retenir là aujourd'hui, c'est bien que ce sont des nappes très sensibles au climat et notamment dans une vie qui se découle sur un cycle annuel. C'est-à-dire c'est bien la pluie de l'année ou des 2 années précédentes qui conditionne l'état de nos nappes. Donc cet état, quel est-il aujourd'hui? Alors qui mesure d'abord comment on évalue cet état? On part d'un réseau de suivi qui est fait par le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, pour l'état global des nappes, avec un cofinancement département et agence de l'eau, et puis les exploitants, c'est-à-dire qu'ils soient syndicats d'eau potable ou exploitants agricoles ou industriels, font eux-mêmes leur propre suivi sur leurs ouvrages d'exploitation. Alors comment on mesure tout ça? Il y a des enregistreurs permanents de niveau d'eau sur 28 ouvrages en Loire-Atlantique, ceux qui sont suivis par le BRGM, ce qu'on appelle des piézomètres automatisés. Et puis, tous les captages d'eau potable sont équipés eux-mêmes de sondes enregistreuses pour savoir effectivement où elles en sont en termes de quantité. Et puis donc, à partir de là, on sort des synthèses, soit des synthèses mensuelles, ce que vous avez à gauche, on donne l'état, et puis on fait une synthèse un peu plus générale en fin d'année. Donc à partir de là, oui, tu peux passer. Non, c'est bien. On part des données brutes, donc on regarde comment a évolué le niveau, puisque le juge de paix c'est bien le niveau de la nappe. Donc vous avez on établit ce genre de graphique avec en trait bleu l'évolution année après année du niveau de la nappe, et puis on compare et on met sur le même graphique le précédent, pardon. Voilà, la pluviométrie. Et donc on voit effectivement qu'il y a des variations. Là, ici, sur ce cas-là, Cambon, il y a globalement 5 à 6 mètres d'écart entre les niveaux et les niveaux bas au cours de l'année. Bon, alors ça donne une première indication. Le niveau varie, mais ça, on s'y attendait un peu. Donc après, on analyse un peu plus finement et on regarde pour l'année en cours, donc le trait bleu, c'est l'année en cours, on regarde où en est le niveau par rapport à ce qu'il a été les 30 ou 40 dernières années de mesure. Et donc on voit là par exemple sur ce cas-là, c'est la nappe des alluvions de Basse-Goulaine, on voit que début mai, on était en dessous du minimum. La courbe rouge c'est le minimum historique, les petits traits pointillés verts, les maximums historiques, et puis il y a une courbe moyenne. Donc ça permet comme ça de voir où on en est. Mais ça ne donne pas encore d'indication sur la productivité de la nappe. Ça dit on est plutôt plus haut, ou on est plutôt plus bas que l'historique des 30 dernières années, puisqu'on mesure depuis globalement, de façon continue, depuis 1993-1994. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On regarde aussi géographiquement, nappe par nappe, où on en est. Donc avec un code couleur, on est plus haut, plus bas. Bon. Ça c'est de la donnée brute, légèrement interprétée. Et ensuite, et après, est-ce que c'est grave si on est en très bas ou est-ce que c'est grave si on est très haut? Ben, là, le juge de paix, ça va être les ouvrages d'exploitation. Donc on réalise sur les ouvrages d'exploitation un suivi de la même façon, hein, le niveau, vous avez là les traits noirs en bas, c'est le volume extrait, le volume pompé dans l'ouvrage, et vous avez 2 traits horizontaux. Je peux revenir, attention. 2 traits horizontaux qui correspondent au seuil critique pour l'ouvrage. Le premier seuil critique, c'est le niveau de la pompe, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pomper en dessous du niveau de la pompe, ça c'est évident. Et puis, un juge de paix un peu plus naturel, c'est le sommet de la roche qui contient l'eau. C'est le trait horizontal qui est en bas. Désolé pour la flèche. Et dès lors, donc, ce qu'on regarde, c'est où en est le niveau par rapport à ces 2 juges de paix. Et c'est là qu'on dit, ben, finalement, le niveau bas, par exemple, en 2010, il y avait des niveaux assez bas.
mais aucun souci pour l'exploitabilité de la nappe. On était encore nettement plus haut. Donc, on pouvait avoir un niveau historiquement bas, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. La nappe était encore en capacité de produire ce qu'on lui demandait. Par contre, en 2006, vous voyez qu'il y avait une descente assez forte du niveau de la nappe et on commençait à s'approcher des niveaux de la pompe et de l'aquifère. Donc c'est là où l'exploitant a réduit le volume prélevé. Donc voilà, là on passe à la gestion. Tous les graphiques que je vous ai remontés précédemment, c'était de la donnée brute. Là, c'est de la donnée qui permet de se rendre compte s'il faut réduire les prélèvements ou si on peut encore les augmenter. Alors, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé la suivante, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Bon, il y avait un peu de texte qui apparaissait. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années? On s'aperçoit... On s'aperçoit que globalement, dès lors qu'on a 2 années de déficit hydrique, je vous ai dit, il tombe 800 mm sur le département. Dès lors que 2 années de suite, on descend en pluviométrie en dessous de 700 mm, on s'aperçoit qu'on est dans des situations hydriques un petit peu tendues. Donc ça s'est passé en 1989-1990, ça c'est les cercles rouges que je vous ai entourés. Et effectivement, ces années-là, sur certains captages, je pense notamment à Saint-Gildas-des-Bois, je pense notamment, alors Safré n'est pas sur d'autres secteurs, mais il y a eu des difficultés à continuer à exploiter. 89-90, 87-97, le tritique 2004-2006, et puis 2016-2017, où on a effectivement des niveaux qui ont été bas, et sur certains captages, difficulté de continuer à exploiter au même niveau que ce qu'on avait précédemment. Donc les perspectives fortes de cette histoire-là, on sait effectivement, et M. Couturier vous l'avez bien dit, les modèles qui tournent aujourd'hui laissent penser que, entre 10 et 25% de l'eau d'alimentation des nappes risque de manquer dans les 50 prochaines années. Donc que faire? Il y a globalement 3 grandes pistes à explorer. C'est est-ce qu'on n'a pas... il faut bien arriver nappe par nappe à connaître l'exploitabilité maximale, effectivement, ce que là je vous ai décrit rapidement. Deuxième chose, bien sûr, c'est adapter les prélèvements aux capacités réduites. Donc il y a plusieurs leviers. C'est bien évidemment d'abord moins consommer, donc l'économie d'eau. L'optimisation des captages existants, il y a sur certains captages, notamment Loire-Atlantique, des optimisations peut-être à faire. Et puis, faut-il réserver des nappes à un usage, l'eau potable par exemple. Et puis, dernier volet, c'est la recherche de nouvelles ressources. Il y a encore vraisemblablement sur quelques secteurs de la recherche à poursuivre en eau souterraine.